Alors d'autre part, quand vous dites que, un peu rapidement, vous ne pouvez pas entrer dans les détails, que le libre-échange a toujours été favorable et que le protectionnisme a toujours été défavorable, je crois qu'il faudrait nuancer. Les pays les plus riches du monde, à commencer par les États-Unis, ont connu une longue période de protectionnisme. Les États-Unis étaient très protectionnistes jusque la Première Guerre mondiale. Sans parler, Michel Leblay nous le disait tout à l'heure en antenne, de la Prusse, qui à l'époque de Frédéric List s'est développée sous une forme protectionniste. Donc si on fait des corrélations empiriques entre le degré de protectionnisme et le degré de développement, on ne trouve pas de confirmation de la thèse toujours favorable unilatéralement au libre-échange. Une des raisons, sans doute, peut-être la raison la plus profonde, c'est l'argument qui me paraît le plus fort, bien qu'il soit peut-être le moins invoqué, c'est ce que j'appelle le syndrome des Galapagos. Vous savez qu'aux Galapagos, quand Darwin a fait son tour du monde, il s'est aperçu avec surprise qu'aux Galapagos, il y avait 200 espèces de pinsons, alors qu'il n'y en avait que 3 ou 4 sur le continent sud-américain. Et les petites unités favorisent l'innovation. Alors c'est vrai pour la biologie, et c'est vrai, semble-t-il, aussi pour l'esprit humain, notamment parce que les petites unités favorisent ce qu'on appelle, je crois, l'effet d'agglomération. Les gens se connaissent, parlent la même langue, et ont des effets externes, comme on dit en théorie économique, enfin créent des effets externes qui favorisent le progrès. Et donc, l'ouverture complète des frontières peut, en fait, non pas stériliser, mais ralentir l'innovation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, je crois que les arguments empiriques et théoriques, non pas pour l'abolition du libre-échange, de la liberté des échanges, bien entendu, mais pour une limitation de ce libre-échange, peut être justifiée, sans oublier d'ailleurs que il y a aussi le fait que tout le monde ne joue pas le jeu, que le libre-échange, c'est bien quand il est joué de manière loyale, quand le jeu est joué de manière loyale par tout le monde, et que il y a des phénomènes qu'on appelle en anglais de dumping, de concurrence déloyale, qui font que une entreprise va pratiquer des prix bas qui vont détruire l'entreprise adverse, l'entreprise concurrente, et ensuite, lorsqu'elle aura établi son monopole, eh bien, elle augmentera ses prix. Donc, si vous voulez, les libre-échangistes ont un peu trop tendance à penser que l'économie, c'est le domaine des bisounours, alors qu'en fait, il y a aussi une guerre économique qui se fait entre les entreprises, et que la politique industrielle peut donc aussi avoir un rôle à jouer pour que le pays ne soit pas complètement dévitalisé au profit de ses concurrents internationaux. Donc, je crois que la thèse du libre-échange, qui s'appuie sur une argumentation économique, théorique bien connue depuis Adam Smith et surtout après lui Ricardo et quelques autres, eh bien suppose, enfin ne tient compte que d'une partie de la réalité, suppose en gros, pour simplifier, que les conditions de production sont en fait établies indépendamment justement de la protection ou de la liberté des échanges. Eh bien je crois que c'est à nuancer.